Donc ce soir, on va parler du mal-logement puisqu'il semble que c'est une des thématiques centrales à Marseille après les événements malheureux de novembre 2018. Avec nous, on a 4 personnes qui viennent de 4 associations et collectifs. On a donc Faucine d'Architectes sans frontières qui est avec nous. On a Kevin Lachet du collectif du 5 novembre qui est avec nous aussi, Emmanuel Patrice qui vient du collectif Centre-Ville pour tous et Kauter Ben Mohamed qui vient de l'association Marseille en colère. Donc je vais vous laisser chacun tour à tour présenter vos associations et collectifs et nous permettre un peu de comprendre comment vous agissez quotidiennement sur la question du mal-logement à Marseille. Je suis la fondatrice de Marseille en colère, qui est une association qui est née au lendemain de la naissance du collectif du 5 novembre que j'avais cofondé à l'époque et de ces tristes effondrements qui ont causé la mort de 8 d'entre nous. La spécificité, ce qui fait qu'elle a une temporalité différente, c'est qu'au sein de ce conseil d'administration, il n'y a uniquement que des délogés et des victimes du mal-logement, propriétaires occupants, locataires occupants, ainsi que des commerçants qui ont été impactés par les évacuations d'abord de la rue d'Aubagne et ensuite hors rue d'Aubagne, puisque très vite, malheureusement, les évacuations en situation d'urgence ont très vite dépassé le périmètre de Noailles de la rue d'Aubagne et toute la ville, l'hypercentre et une partie des quartiers nord ont été évacués en situation d'urgence. Donc aujourd'hui, Marseille en colère suit 1500 personnes au quotidien sur des problématiques liées au mal logement, à l'indignité, à l'insalubrité, mais aussi aux évacuations, puisqu'il y a encore aujourd'hui des évacuations. C'est beaucoup moins médiatisé, mais il y a encore des évacuations qui sont, je ne vais pas dire quasi quotidiennes, mais très régulières, hebdomadaires en tout cas, en ce qui nous concerne. Et en ce qui concerne les suivis que nous faisons, et ce qu'on voit, c'est que on a eu un changement de gouvernance à Marseille, donc on a apporté collectivement et individuellement pour certains beaucoup d'espoir dans ce changement de municipalité, mais on note encore que malheureusement la temporalité des personnes qui sont concernées, donc potentiellement au moins 100 000 personnes, puisque le rapport Nicole indiquait en 2015 qu'il y avait 100 000 Marseillais qui vivaient dans au moins 40 000 logements insalubres. Et il est fort à déplorer que ce chiffre, tant en termes d'habitants qu'en termes de logements insalubres et indignes, ait augmenté depuis. Les temporalités des pouvoirs publics ne sont pas celles des concernés et que les mises à l'abri sont toujours, encore aujourd'hui, difficiles à négocier. Et heureusement, quelque part, que tous ces collectifs et associations sont mobilisés et qu'on mène de front cette bataille pour essayer de mettre en sécurité physique et émotionnelle toutes ces familles qui sont, ne l'oublions pas, victimes de mal logement, victimes de bailleurs sociaux et surtout des marchands de sommeil qui prolifèrent et qui ont proliféré, mais ça Emmanuel Patrice va en parler mieux que moi, qui prolifèrent parce qu'il y a une défaillance de logement social à Marseille depuis des décennies et bien avant la municipalité Gaudin. Moi, je suis une personne qui est née dans des bidonvilles à Marseille il y a 43 ans. C'était une municipalité de gauche et ce n'est pas les politiques qui nous ont sortis des bidonvilles. C'est des architectes engagés comme André Jolivet, qui fait partie de Marseille en colère au demeurant, qui est une personne ressource au même titre que moi, dans cette association, qui a été longtemps le président de la Maison de l'architecture et de la ville de Marseille. Donc, cette ville, si vous voulez, la spécificité peut-être de cette ville, moi je vais parler de celle-ci parce que c'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je me bats depuis toujours, c'est que sans les collectifs citoyens et sans le travail des associations, elle aurait sombré depuis longtemps parce que voilà, si aujourd'hui il y a une charte du relogement, même si nous ne l'avons pas signée à Marseille en colère au même titre que Emmaüs Pointe-Rouge, c'est parce qu'on voulait aller plus loin et essayer de mobiliser encore plus de moyens humains et financiers parce qu'on considère qu'il fallait un vrai plan Marshall et que cette charte est une première étape, mais qu'on continue à se battre pour améliorer le contenu de la charte, pour élargir la prise en charge et la rendre plus efficace pour le maximum de foyers qui sont concernés. Mais voilà, je tiens à saluer tous ceux qui œuvrent dans le même sens, qu'on arrive à faire un travail de front et commun et qu'on restera unis malgré tout dans cette lutte contre le mal logement et le logement indigne à Marseille. Merci beaucoup pour ta présentation. Du coup, tu parles de l'action d'un centre-ville pour tous, notamment. Emmanuel, est-ce que tu veux présenter un peu l'association ? Avec plaisir. Donc, un centre-ville pour tous, c'est une association qui a cette année 20 ans, qui existe donc depuis 2000 et qui a mené beaucoup de combats autour des questions urbaines, pas uniquement de logement, mais aussi d'espace public, à la fois dans ces dimensions très urbaines, mais juridiques, médiatiques, politiques. Bon. En particulier, il y a eu deux ou trois combats forts, on va dire, de l'association.
qui ont été ceux sur le centre-ville dans le cadre des périmètres de restauration immobilière, poursuivis pendant toute la mandature de Jean-Claude Gaudin, sur le quartier de Belzins d'abord, puis au Panier, puis à Noailles. En gros, c'était un outil qui permettait d'inciter les propriétaires à réaliser des travaux sur du logement privé, en contrepartie donc de défiscalisation, et si les propriétaires ne le faisaient pas, il y avait derrière une expropriation et une acquisition publique par son opérateur qui était à l'époque Marseille Aménagement. Ça a été un outil qui a montré énormément de limites. Pour le coup, moi, je travaillais à la Soleam. J'ai travaillé 8 ans. Mais effectivement, il y avait tout un tas de dysfonctionnements sur cet outil-là, que ce soit des malfaçons des propriétaires, que ce soit des accointances entre le cabinet du maire, les investisseurs, les commercialisateurs, etc. etc. Bon. Un centre-ville pour tous a aussi beaucoup travaillé sur la rue de la République. Et bon, on connaît un peu tous l'histoire de la rue de la République avec des investisseurs et des fonds de pension qui sont arrivés en gros pour tout racheter en bloc et revendre à la découpe dans vraiment une stratégie de spéculation foncière, en y allant carrément avec des équipes de gros bras pour sortir les personnes des logements quand ces personnes-là ne voulaient pas partir. Et donc il y a eu une lutte là aussi sur le plan juridique, et puis qui a permis aussi quand même d'aboutir à la construction de logements sociaux, et Kauter en parlait un peu tout à l'heure, c'est un vrai sujet pour l'avenir de Marseille. Voilà, donc il y a eu des luttes fortes ces dernières années. Et effectivement, avec le drame de la rue d'Aubagne, un centre-ville pour tous s'est remobilisé pour à la fois essayer d'apporter son expertise, à la fois partager aussi des savoirs, parce que c'était un enrichissement mutuel, et travailler en particulier à cette fameuse charte du relogement, pour laquelle certains d'entre nous avions déjà expérimenté l'outil dans nos activités professionnelles. Ça a été 2 ans maintenant de travail, de mobilisation sur ce sujet-là, tout en maintenant d'autres mobilisations, en particulier sur des questions un peu plus structurelles et pas uniquement liées à l'urgence de cette crise des périls et des délogements qui ont suivi le drame de la rue d'Aubagne. On a attaqué aujourd'hui le plan local d'urbanisme intercommunal, qui ne prévoit pas d'ailleurs de logements sociaux, et puis qui pose tout un tas de difficultés, y compris sur les questions environnementales. Voilà, donc on mène un peu de front plusieurs batailles. À la fois, on essaye de répondre à l'urgence et en même temps d'être aussi dans la proposition avec des personnes en interne qui sont soit universitaires, soit anciens professionnels de l'urbanisme, soit encore en activité, pour avoir des propositions. L'association, je terminerai juste là-dessus, elle est totalement indépendante, il n'y a aucune subvention, on est tous bénévoles. Et voilà, on essaye d'apporter un peu d'expertise et des propositions à la construction, à la fabrication de la ville. Bien, merci beaucoup pour cette introduction. Kevin, du coup, le collectif du 5 novembre a travaillé du coup avec les 2 autres collectifs et associations précédentes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, présenter le collectif ? Bien sûr, merci pour l'invitation déjà. Et oui, en effet, on travaille collectivement avec Marseille en colère, Ensemble pour tous, la Fondation Abbé Pierre, les compagnies bâtisseurs, Emmaüs, l'Empile, etc., la LDH, l'association famille. On est une grande famille d'associations à Marseille et de collectifs qui a appris à travailler ensemble ces 2 dernières années. Le collectif du 5 novembre, lui, il est né à la suite des effondrements lors d'une assemblée de quartier qui s'est tenue à Noailles le 7 novembre 2018, donc 2 jours après l'effondrement. Et là, il y avait 150 personnes qui étaient présentes et d'autres qui n'avaient pas pu malheureusement rentrer dans la salle, qui se sont constitués en collectif en considérant d'une part qu'il fallait évidemment répondre à cette crise qui est en train de s'ouvrir devant nous, qu'il fallait honorer la mémoire des voisins qui avaient disparu et qu'à ce moment-là, on retrouvait encore, et qu'il fallait avoir une réponse citoyenne, solidaire, toutes et tous ensemble. Le 7 novembre, c'était aussi le moment où le premier immeuble hors Noailles était évacué, et que la crise d'évacuation, la crise des périls, qui en effet continue encore aujourd'hui, s'étendait, et où l'ampleur des dangers qu'encourait la moitié de la population marseillaise, en fait, s'est révélée au grand jour. Donc le collectif 5 novembre, il a toujours fonctionné
en essayant d'articuler 3 choses. C'est d'une part un accompagnement solidaire, individuel des personnes pour répondre à l'urgence. Ensuite, un accompagnement juridique en travaillant avec des avocats pour défendre les droits. Et puis, le fait d'aller à l'action collective. Alors, ça a été évidemment les grandes manifestations et qu'on a impulsé avec les autres associations et collectifs qu'on a connus en 2018 et 2019. Et puis, ça a été aussi pour nous le fait de constituer une assemblée autonome des personnes délogées, qui étaient accompagnées et appuyées par des militants, des experts, des techniciens, en fait, des techniciens de la citoyenneté, pour essayer de co-construire cette charte du relogement. Et donc, les associations, collectifs et cette assemblée de délogés ont travaillé à imaginer une véritable politique publique. Ça a été quelque chose d'important pour le collectif, de dire qu'on pouvait s'organiser par nous-mêmes, collectivement, pour produire une politique publique et montrer que face à l'incompétence crasse et à l'indignité des élus qu'on avait à ce moment-là, il y avait par contre des citoyens solidaires et dignes qui arrivaient à trouver des réponses par eux et par elles-mêmes. Et donc depuis, le collectif continue un petit peu sur ces 3 piliers, en essayant toujours d'aller au maximum vers des démarches d'action collective et de solidarité, y compris au niveau juridique. L'été dernier, on a déposé un recours collectif contre l'ancienne mairie, ce qui a dévoilé pas mal de choses dans la réalité de ce que n'avait pas fait la mairie de Gaudin. Et encore aujourd'hui, on soutient aussi des luttes d'habitants dans des immeubles en péril. Certaines sont absolument invisibles, dont personne n'entend jamais parler. Certaines ont été plus visibles. Et donc, on fait en sorte de diffuser notre expertise, d'accompagner chaque personne qui a envie de défendre ses droits face à cette crise des périls. ASF est un peu sur des volets différents, c'est des questions de mal logement, mais qui sont peut-être un peu plus invisibilisées aujourd'hui sur la scène militante. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, c'est pas mal ça. C'est une autre facette des réalités du mal logement à Marseille qui sont moins présentes dans les espaces de parole et dans les lieux visibilisés. Donc c'est important aussi. Du coup, moi, je fais partie d'Architectes sans frontières au sein du projet d'amélioration des conditions de vie en bidonville à Marseille. Donc voilà, l'idée c'est d'accompagner des habitants de bidonville sur la ville de Marseille dans l'amélioration de leurs conditions de vie, principalement les conditions sanitaires, donc l'accès à l'eau, l'accès à des toilettes et quand c'est possible des douches. On part sur une base où avant le Covid, l'accès à l'eau, c'était pas du tout une évidence. En termes de politique publique, il y avait rien malgré un plaidoyer très fort des associations depuis déjà plusieurs années. Donc, c'est des situations de crise comme celle-là qui permettent en fait de déclencher quelques avancées. Mais on est obligé de porter un plaidoyer fort pour l'amélioration des conditions de vie sur site, dans l'idée que c'est un maillon indispensable à une vraie stratégie de résorption des bidonvilles. En fait, à l'heure actuelle, dans comment est pensé le système de l'accès au logement, on est beaucoup dans une perspective travail d'abord plutôt que logement d'abord. Donc, c'est très compliqué pour les personnes de se projeter dans un parcours comme ça qui leur est demandé s'il n'y a pas un minimum digne sur les conditions de vie. Et donc, nous, on va travailler à partir de leurs besoins à elles et avec elles pour définir des solutions, les mettre en place avec des chantiers participatifs et puis les accompagner sur un suivi. Tout ça en lien avec d'autres associations. On travaille beaucoup avec, notamment avec Médecins du Monde, avec Rencontre de Tziganes, également avec l'Empile. Tout ça dans l'idée au-delà d'améliorer des conditions de vie dans un lieu de vie qui a beaucoup de caractéristiques d'indignité, c'est d'aller vers une résorption et d'aller vers un accès à un logement adapté aux besoins des personnes qui sont dans ces situations-là. Merci beaucoup Faustine, merci pour toutes ces présentations. Ça nous permet déjà de voir un peu plus ce qu'il en est du mal logement à Marseille. Quand on dit mal logement, est-ce que vous pouvez un peu donner des éléments pour définir ce terme ? La Fondation Abbé Pierre, elle dénombre aujourd'hui 4 millions de personnes mal logées. Ça veut dire quoi pour leur quotidien en fait ? Si je peux me permettre, dans le mal logement, il y a aussi le péril sanitaire dont personne ne parle et qui est aussi très sournois parce qu'il rend les personnes malades. Nous, dans les familles délogées, au tout départ, au bout de 3, 4, 5, 6 mois en hôtel, même si au départ c'était des prises en charge en grande précarité, il y avait beaucoup, c'était des nomades, quoi, ils changeaient d'hôtel tous les 15 jours. Les hôtels de tourisme sont faits pour accueillir les populations sur du long terme. Il n'empêche qu'il est apparu très rapidement, surtout pour les enfants et les personnes âgées,
une disparition de certaines pathologies respiratoires. Elles allaient mieux parce qu'elles étaient certes pas dans des conditions de prise en charge excellentes parce qu'elles changeaient tous les 15 jours en moyenne d'hôtel. Cette semaine, j'ai fait une visite avec un médecin chez une famille. Il y avait un taux de plomb rouge fluo, quoi, qui était rouge fluo. Donc, du coup, les enfants, quand on leur a fait faire, c'est les enfants en fait qui nous ont alertés, des enfants de 5 ans, âgés de 3 à 5 ans, qui avaient un taux de plomb dans le sang qui était hallucinant puisque toutes les peintures du bâtiment et de l'appartement en l'occurrence étaient incrustées de plomb, donc ça donne du saturnisme, ça donne des maladies respiratoires. Il y a le péristructurel qui est visible et qui fait peur et que auquel tout le monde est très attentif depuis le drame de la rue d'Aubagne, un plafond qui s'effondre, un mur qui s'effondre, une porte, etc. Mais le péril sanitaire est plus sournois parce qu'il tue des millions de personnes. Mais voilà, on met ça comme si les gens, c'était normal qu'ils aient des problèmes de santé. Mais non, ils ont des problèmes de santé parce qu'ils vivent dans des logements qui ne sont pas sécurisés au niveau sanitaire. Pour ajouter d'autres éléments, le mal logement, c'est quelque chose qui est extrêmement large. En fait, on a beaucoup d'images d'Épinal du mal logement, celle du péril et on va dire l'image d'Épinal depuis 2 ans à Marseille, de à quel point délaisser un immeuble peut conduire à des catastrophes. L'une des batailles qu'on mène beaucoup, c'est d'essayer de faire comprendre au niveau du grand public, mais aussi aux techniciens et aux politiques, à quel point il faut trouver des remèdes en amont de ces situations de péril et à quel point il faut apprendre à diagnostiquer de manière plus quotidienne l'ensemble des problèmes de mal logement. Je pense par exemple aux compagnies bâtisseurs qui font un très très gros travail pour faire en sorte que les gens identifient eux-mêmes les problèmes d'indécence ou d'insalubrité qui sont dans leur logement, donc des problèmes qui peuvent toucher à votre confort minimal, à la dignité, qui peuvent aussi toucher à votre santé et vous mettre en péril au niveau sanitaire, comme Kauter vient de le décrire ici, et qui sont aussi des signaux du fait qu'on délaisse ces logements. C'est-à-dire qu'il y a de très nombreux marchands de sommeil, il y a une petite clique de rentiers véreux à Marseille ou ailleurs qui évidemment profitent de tout ça. Et puis, on a des bailleurs sociaux qui ont des pratiques qui n'ont rien à envier aux marchands de sommeil. Et puis, on a aussi des petits propriétaires qui, eux, n'ont absolument aucune mauvaise intention, mais qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir rénover, entretenir leur logement, parfois des logements dans lesquels ils habitent eux-mêmes. Et ça, ce que ça nous fait découvrir, en regardant ça un petit peu de manière large, c'est l'étendue des problèmes de mal logement auxquels vous et moi, peut-être, on est confrontés sans même s'en rendre compte, mais dont on a des petites germes et qui peuvent se développer ensuite en des grands problèmes. Et puis aussi le fait que, en laissant faire toute une série de grands propriétaires, de promoteurs, de marchands de sommeil, tous ceux qui profitent en fait du logement. Ce qui se passe, c'est que c'est l'ensemble du droit à la ville qui est remis en cause pour chacun et chacune, parce que c'est un marché, le logement, malheureusement, alors que ça devrait être un droit qui devrait être démarchandisé au maximum, mais c'est un marché où il y a des gens qui en profitent. Et ça, en fait, quand tu regardes les prix du foncier, les prix du loyer qui explosent, et je crois que ces derniers mois, on n'a pas encore des chiffres extrêmement précis, mais il y a un ressenti extrêmement important sur des explosions du marché locatif. En fait, c'est tout le monde qui est tiré vers le bas, le droit à être logé, chacun et chacune qui est mis en danger. Kevin, tu as évoqué un mot qui est le droit à la ville. La question du mal logement, effectivement, elle revêt donc différents éléments qu'on a pu évoquer. Alors, il y a la question de la précarité énergétique, mais beaucoup plus largement, elle touche aussi à la question de la ségrégation, de quartiers qui sont pas desservis, y compris en termes de transport, en termes d'équipement, en termes de commerce. Et lorsqu'on est logé dans des quartiers complètement excentrés, qui n'ont pas accès à tous ces équipements-là, on peut aussi parler de mal logement. Si je peux me permettre également par rapport à cette notion de droit à la ville et les corrélations avec l'habitat dans la situation des bidonvilles, c'est en fait des problématiques d'accès au logement et d'accès aux droits plus largement, droits au séjour, droits sociaux, qui va amener des personnes qui se retrouvent ségrégées aussi pour des raisons de discrimination sur leurs origines, à devoir construire leur morceau de ville pour trouver une place dans des interstices, puisque la ville telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est structurée, ne leur laisse pas de place. C'est des installations, c'est des habitats qu'on va retrouver proches de bretelles d'autoroute, proches de ronds-points, dans des bâtis désaffectés. Et c'est des personnes qui vont tenter, par ces modes d'action-là, de revendiquer leur place dans la vie, en dépit de toutes les discriminations multiples et ségrégations multiples auxquelles elles font face dans leur quotidien. Et l'emploi du réemploi du terme de bidonville, il s'est fait aussi par rapport à cette perspective-là des choses,
de se dire c'est pas des personnes qui ont vocation à bouger de site en site, c'est des mécanismes qui sont créés, des mobilités qui sont créées de force par des expulsions. Et les personnes sont là et cherchent leur espace dans la ville. Et puisqu'on le leur refuse, elles le créent par nécessité. En fait. Et si je peux me permettre, oui, tu as raison. Il y a des personnes qui sont clairement pas inclus dans quand on développe la ville, comment on la développe, pour qui on la développe et avec qui on la développe. Donc ça, c'est une vraie problématique. Sur l'expertise citoyenne, nous avons démontré, nous, associations organisées depuis 2 ans, mais d'autres aussi, la Fondation Abbé Pierre, vous et bien d'autres, que l'expertise citoyenne et associative est très précieuse et qu'elle est surtout très efficace. Et ça, c'est très rarement et trop rarement pris en compte par les politiques en vue de mener des politiques publiques qui sont efficaces. Mais il y a quelque chose que vous venez de soulever, toi et Emmanuel, qui est très important, c'est que la réalité, s'il y a cette prolifération de mal logement aussi, et de logements qui ne sont pas entretenus, pour X raisons, que ce soit par des bailleurs sociaux, par des marchands de sommeil, ou par des petits propriétaires qui n'ont pas les moyens ou qui ne savent pas qu'il faut entretenir. Enfin, moi, j'ai eu des propriétaires loueurs de temps en temps qui disaient, mais je ne savais pas, mais je crois qu'il y en a qui sont de bonne volonté et certaines de mauvaise volonté, bien entendu, mais je crois qu'il y en a qui sont vraiment de bonne volonté, qui ne savent pas et qui ne sont pas accompagnés en ce sens. Mais c'est aussi, et on l'a vu lors du dernier comité de suivi où il nous a été présenté un bilan du travail qu'on a fait depuis 2 ans, tout de suite on tombait sous le seuil de pauvreté, pauvres, très pauvres et extrêmement pauvres. Et donc la catégorie de personnes, le pourcentage était de 54% de personnes, de foyers qui étaient extrêmement pauvres, qui étaient touchés par le mal logement, qui étaient évacués. Et qu'effectivement, c'est parce que ces personnes ne sont pas prises en compte dans les politiques publiques qui sont menées, parce qu'il n'y a pas de construction de logement social et très social, et qu'il y a une volonté de plus leur laisser la place dans les centres-villes, etc., qui sont relégués dans des quartiers souvent populaires, trop souvent malheureusement, ce sont les foyers les plus précaires, les plus pauvres, auxquels on ne laisse pas de place et qui sont victimes de ces habitats indignes parce qu'ils n'ont pas accès à un parc locatif traditionnel du fait de leurs revenus, tout simplement. Sur le plan des propositions et de la façon dont on peut agir là-dessus, il y a plusieurs outils qui, par les politiques publiques de l'habitat, permettent de faire un levier pour répondre à cette situation. Il y a le programme local de l'habitat qui permet de définir en fait à l'échelle de la métropole une offre de logement qui soit équilibrée. Et aujourd'hui, la politique de l'habitat et ces 25 dernières années, en tout cas, ne s'est pas absolument pas calé sur les besoins en fait de la population, mais sur un fantasme, une idéologie qui était que en gros les pauvres ils étaient dans les quartiers nord et qu'il fallait surtout pas qu'ils arrivent dans le centre-ville et dans les quartiers sud pour pas heurter un certain électorat, et que dans les quartiers sud on s'enfermait petit à petit en résidentialisant et en privatisant énormément de rues pour être dans un entre-soi et surtout pas voir arriver une autre catégorie de population. Donc il y a aujourd'hui un enjeu au niveau de l'offre en logement et en logements très sociaux qui doivent être absolument rééquilibrés sur le territoire. Il faut savoir que dans les quartiers nord, on a pas loin de 50% de logement social. Donc en termes quantitatifs, en fait, à Marseille, on est plus ou moins dans la norme sur le plan légal qui est celui de la loi solidarité et renouvellement urbain. Par contre, en termes de répartition et en termes de typologie de logement, on n'a que des logements qui sont de loyer intermédiaire et on a très très peu d'offres de logements très sociaux et encore moins en centre-ville et dans les quartiers sud. Dans les quartiers sud, il y a certains arrondissements où on a 1% de logements très social. Donc il y a des vraies disparités entre les quartiers. Et donc là, il y a une nécessité de rééquilibrage qui passe donc par ce programme local de l'habitat, mais aussi par les documents vraiment d'urbanisme réglementaire qui permettent vraiment sur le droit des sols d'imposer aux constructeurs du logement social avec des seuils sur les opérations privées qui obligent en fait les promoteurs à réaliser un minimum de logements sociaux. Mais il y a vraiment aussi des outils sur le plan du droit qui peuvent être actionnés aujourd'hui, qui ne le sont pas, qui sont entre les mains de la métropole et qui se refusent pour des questions vraiment idéologiques d'actionner ces outils. Peut-être pour rebondir là-dessus, parce qu'on parle de la loi SRU et de son application, ce que ça révèle vachement, c'est que en fait, sur les questions de logement, l'essentiel du droit est pas mal en France. On n'est pas trop mal protégé. La question n'est pas tant de changer le droit que de le faire respecter déjà avant tout. Et c'est quand même une des batailles énormes. La loi SRU, par exemple, est une loi qui est très bonne, mais qui n'est absolument pas appliquée à la hauteur de ce qu'il faudrait, parce que les politiques publiques sont pas mises en place pour ça. Et sur tout un ensemble de droits qui existent sur l'insalubrité, sur le péril, etc., une des tâches qui est vraiment importante pour les collectifs et les associations, c'est déjà de faire savoir les droits.
aux gens. Par exemple, sur la question du traitement des personnes sans papier ou des personnes étrangères, il n'y a strictement aucune distinction de statut administratif dans le droit au logement. On a été confronté pendant la crise des évacuations qui continue concrètement à de la discrimination de la part de propriétaires bailleurs et des services d'accueil qui ont été mis en place sous notre pression par la mairie, en grande partie par un profond racisme institutionnel qui perdure, et aussi par méconnaissance de ce droit-là. Et donc faire appliquer le droit est un des éléments importants en le faisant connaître, rien que ça. On constate aussi sur la question du juridique et de l'accès au droit sur les conditions de vie dans les bidonvilles, que pour des raisons et de méconnaissance et puis de préjugés aussi et de manque de volonté politique, des droits qui sont fondamentaux et qui sont valables pour tout un chacun, comme le droit à l'accès à l'eau, vont être beaucoup plus difficiles à faire valoir dans des contextes d'occupation sans droit ni titre, donc de type de squat, où le droit existe, et le faire appliquer dans ce type de contexte-là va être beaucoup plus difficile. Et des droits que tout le monde peut avoir sur une commune, comme le droit à la relève des ordures ménagères, par exemple, qui est un accès à un service public, en fait, qui montre aussi sa qualité d'habitant, en fait, dans une ville, son droit à habiter une ville. Pour ça aussi, en fait, on constate des grosses limites, des grosses lacunes de la part des services publics, des services de la métropole, à mi-chemin entre une méconnaissance de la part des techniciens et un manque de volonté politique pour ouvrir ces leviers-là d'application. Alors, je vais donner la parole peut-être aux personnes qui participent à notre rencontre et qui auraient peut-être des questions à poser à nos intervenants sur le mal logement, sur ce qu'on a déjà pu définir, sur la manière dont s'organise à Marseille et ses spécificités. Vous parliez du PLU, du plan local d'urbanisme, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui prévoit? Est-ce que ce PLU court toujours malgré la nouvelle municipalité? Quelles sont les marges de manœuvre par rapport à ce PLU? Un peu concrètement, est-ce que c'est un outil dont on peut saisir, qu'il faut chercher à combattre, etc., etc. Le PLU, donc, c'est aujourd'hui un plan local d'urbanisme intercommunal, c'est-à-dire qui régit en fait le droit des sols sur l'ensemble de la métropole, qui définit en fait des droits, des obligations et des restrictions, donc définit les règles selon les zones, qu'on soit en milieu urbain, qu'on soit en centre-ville, en tissu de faubourg. Ce document, c'est un document qui a été construit par l'ancienne équipe municipale et la métropole. Donc c'est un document qui est en vigueur pour 5 ans et qui peut être révisé. En fait, il faut savoir, le plan local d'urbanisme, il est soumis, lorsqu'il est élaboré, à une enquête publique assez large, où il y a un commissaire enquêteur qui va reprendre l'ensemble des interventions de la population, qui va à un moment donné se positionner sur son secteur ou plus largement sur la ville en général, sur ce qui est proposé dans le plan local d'urbanisme. Et donc, il y a eu, suite à cette enquête, un rapport du commissaire enquêteur avec déjà un certain nombre de remarques. Aujourd'hui, nous, on a fait un recours sur ce plan local d'urbanisme pour dire on n'est pas d'accord sur différents sujets, mais en particulier sur la question de la répartition du logement social. Aujourd'hui, du côté de l'actuelle majorité municipale, il y a aussi la volonté de reprendre ce plan local d'urbanisme, mais là, il y a une vraie difficulté, qui est que c'est la métropole qui a les rênes, c'est la métropole qui a les compétences, et une révision, c'est extrêmement long à mettre en place. En considérant vos actions, donc vous avez parlé du recours collectif à la mairie, de l'accompagnement des délogés, et après il y a la charte, en fait, la charte du relogement, et notamment si on considère tous ces projets de renouvellement urbain, est-ce que par exemple le droit au retour est respecté pour le moment? Est-ce qu'il y a des évidences qu'il va être respecté, et quels sont les leviers qui existent en fait pour que ce soit respecté? C'est respecté parce qu'on avait mené des mobilisations et, sauf erreur de ma part, dans les tout premiers conseils municipaux, on avait réussi en 2019 à faire voter le droit au retour des habitants qui ont été évacués dans leur logement. Sauf qu'avec le PPA et toutes les opérations de renouvellement urbain, mais ça, encore une fois, Emmanuel et Patrice pourront en parler mieux que moi, c'est quand même leur compétence première. La réalité, c'est que quelqu'un qui vivait dans un T3, T4 à 800 balles, si le nouveau T3, T4, il fait 1100 balles, ça va être compliqué pour la famille de revenir. Donc, ça dépend vraiment
de comment la ville va être construite demain, avec qui autour de la table et en direction de qui. Le droit au retour, il dépend aussi de toutes ces questions, de ces combats qu'on mène aujourd'hui pour demain. C'est-à-dire qu'on gère encore l'urgence, mais en parallèle et en même temps, on gère aussi la ville de demain, parce que c'est ça qui va définir si les personnes, financièrement, elles auront les moyens de revenir. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous coopérez en faveur de l'éradication du mal-logement? Est-ce qu'il y a des initiatives dont vous avez envie de nous parler et auxquelles peut-être les personnes qui participent peuvent prendre part si elles ont envie de s'engager par la suite à vos côtés? On réfléchit aujourd'hui à comment faire en sorte de forcer la porte, comme on l'a fait en construisant cette charte du relogement, de forcer la porte des institutions et que pour faire en sorte que dans les projets d'aménagement qui vont se mettre en place, les associations, les collectifs, les habitants, eux et elles-mêmes puissent avoir leur place. Là-dessus, j'espère que dans ces prochains mois, on va peut-être un peu plus lever la voix, parce que c'est maintenant que ça se fait et que le basculement peut être énorme vu l'argent investi et vu l'ambition de ce projet. Le basculement peut être vraiment énorme après avoir vécu Euromède et ces catastrophes sur la zone littorale nord, du centre jusqu'au 15e arrondissement. Là, le centre-ville peut être attaqué de manière extrêmement forte. D'ailleurs, Euromède avait déjà commencé à grignoter sur le centre-ville, notamment autour du 3e arrondissement. Donc, il y a un vrai enjeu politique très important là-dessus. On va essayer de développer des outils que chacun pourra prendre en main pour intervenir, faire ses propositions et faire pression sur les pouvoirs publics pour s'imposer dans le jeu. Je pense qu'il ne faut pas attendre que les pouvoirs publics nous laissent la main, parce que y compris le meilleur dispositif de participation citoyenne sur un projet de rénovation, s'il n'y a pas cette implication citoyenne et cette conscience citoyenne qu'il faut s'intéresser à ces sujets, et ben ça ne marche pas. Ce que je disais tout à l'heure dans le fait qu'il faut surtout pas les laisser refaire devenir ces sujets ultra techniques. C'est des sujets profondément humains et depuis 2 ans, c'est ça qui a été posé sur la table. Donc il faut surtout pas laisser les rouages de techniciens englober même la participation citoyenne parce que c'est un risque. La technique, ça arrive dans un second temps. Une fois que les demandes citoyennes politiques banales qu'on peut poser, une fois qu'elles sont posées, la technique vient pour les mettre en œuvre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est reprendre conscience de ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous, au collectif 5 novembre, on a toujours, avec d'autres, toujours essayé de faire en sorte de créer des alliances avec tout le monde, avec les syndicats, avec d'autres collectifs, avec d'autres quartiers, d'autres associations, etc., etc. Depuis 2 ans, on progresse là-dessus. Et ce qu'on cherche vraiment à faire aujourd'hui, c'est faire entendre massivement, refaire entendre massivement que c'est des questions politiques qui nous concernent toutes et tous. Et notamment, on cherche aujourd'hui à développer et à faire prendre conscience qu'il y a un plaidoyer sur la question climatique qui est extrêmement importante. Il y a eu une prise de conscience sur ces sujets-là récemment. Et je pense que le fait de mettre en lumière le fait que très concrètement, les bâtiments, le logement ou le tertiaire, les bâtiments, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc c'est un des piliers des pollutions et du dérèglement climatique dans les pays occidentaux. Faire entendre ça, c'est extrêmement important parce que c'est faire prendre conscience à tout le monde que ça nous concerne toutes et tous. Donc encore une fois, c'est réhumaniser la question du logement et faire en sorte que on se soude en fait les uns les autres. Quand je parlais des images d'Épinal tout à l'heure du mal logement, la grande précarité est l'un des piliers de notre combat et c'est fondamental, on l'abandonnera jamais. Ce qu'on aimerait aussi faire entendre, et ces prochains mois, on va essayer de le faire entendre de plus en plus, c'est que tout ça concerne tout le monde en fait. Les spéculateurs, les logements vacants, le dérèglement climatique à cause des émissions de gaz à effet de serre, etc. Ça nous touche toutes et tous au quotidien.